Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de cette édition. Le climat politique se réchauffe en Côte d'Ivoire dans la perspective de la présidentielle de 2020. La bataille fait déjà rage entre le RHDP d'Alassane Ouattara et le PDCI-RDA d'Henri Konan Bédié. Au Soudan du Sud, l'on attend toujours la formation d'un gouvernement d'union nationale. Une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU est sur place pour tenter une médiation. Plus de 27 millions de Canadiens votent ce lundi pour élire leurs 338 députés. Les sondages prédisent un résultat serré qui pourrait mettre fin à la majorité absolue dont dispose Justin Trudeau. Bonsoir. À moins d'un an de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, la bataille politique fait rage entre le RHDP, le Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix, parti d'Alassane Ouattara, et le PDCI-RDA de son ex-allié Henri Konan Bédié. Le PDCI a tenu un meeting de masse samedi dans la capitale administrative du pays, Yamoussoukro. On y revient dans ce reportage d'Aïcha Diarra. Le mercure monte dans la vie politique et les meetings s'enchaînent. On se croirait à une campagne présidentielle. Étaient présents à ce meeting du PDCI-RDA les partisans et les barons du FPI de Laurent Gbagbo et ceux de Guillaume Soro. Des alliances qui se justifient. Le parti que Bédié avait sauvé en 2003, c'est le même Gbagbo Bédié est parti saluer à Bruxelles. Les vrais et seuls disciples de Félix Houphouët-Boigny sont les militantes et militants qui ont protégé et protègent la maison du Père, le PDCI-RDA. Qu'est-ce que les Ivoiriens pensent de ces alliances politiques qui se font et qui se défont? Bon, vraiment, les alliances là, je ne vois pas les fondements, je ne vois pas la base, quoi. Voilà, tout, bon, c'est fait intérêt personnel. Bon, quand ils vont avoir la place après, bon, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Alliance par-ci, alliance par-là, d'autres sortes, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas comme ça. Donc tout le monde devait se mettre d'accord pour qu'on puisse reconstruire la Côte d'Ivoire ensemble. L'homme qui sait qu'il a confiance en lui, qui peut diriger le pays, comme l'a fait Félix Houphouët-Boigny, qui s'engage. Alliance ou pas alliance, ce n'est pas ça le problème. Mais on veut quelqu'un digne qui est prêt à travailler pour le pays. Pour l'heure, Yamoussoukro, capitale administrative de la Côte d'Ivoire, est objet de convoitise pour le RHDP à cause de son électorat qui à la base semble plus favorable au PDCI-RDA. Le prochain meeting sera celui du RHDP les 6 et 7 décembre prochains. Aïcha Diarra de retour de Yamoussoukro pour VOA Afrique. Au Togo, l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement de Jean-Pierre Fabre, a tenu ce week-end à Lomé son deuxième congrès ordinaire. Outre le renouvellement des instances dirigeantes de cette formation politique, le congrès a investi son président Jean-Pierre Fabre comme candidat à la présidentielle de 2020. Cette candidature vient s'ajouter aux 3 autres déjà déclarées. C'est la 3e fois que Jean-Pierre Fabre se présente comme candidat à une élection présidentielle. Mais à Lomé, comme partout ailleurs dans le pays, beaucoup se demandent si oui ou non le président Faure Gnassingbé briguera un 4e mandat. Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies se sont rendus au Sud-Soudan pour rencontrer le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar, ainsi que d'autres signataires de l'accord de paix. Une visite qui intervient 3 semaines avant la date butoir pour la formation d'un gouvernement d'union nationale fixé au 12 novembre. Dimanche, le chef rebelle Machar a déclaré qu'il souhaitait un report de la formation d'un gouvernement d'union, avertissant que se précipiter dans cet arrangement risquerait d'entraîner un désastre. Le récit est de Blanche Sano.
La formation de ce gouvernement a été retardée en mai en raison de désaccords sur des questions cruciales, comme la formation d'une armée unifiée composée de rebelles et de forces gouvernementales et les frontières des États sud-soudanais. Machar a averti que si les questions de sécurité n'étaient pas réglées, le pays connaîtrait des combats comme en 2016, lorsqu'un accord de paix antérieur avait échoué, le contraignant à fuir le pays et aggravant le conflit. L'ancien chef rebelle a déclaré qu'il ne voyait pas comment il pourrait former un gouvernement sans des accords préalables. Nous voulons bien faire les choses. Alors, si nous ne sommes pas là le 12, je demande à mes collègues de ne pas nous en vouloir. Nous avons une situation instable que nous voulons contrôler. Nous voulons que notre pays soit en paix. L'ambassadrice des États-Unis de l'ONU, Kelly Craft, s'est dite déçue par les déclarations de Riek Machar. La délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies a toutefois déclaré que les problèmes identifiés par Machar pourraient être résolus avant la date limite du 12 novembre. Le Conseil de sécurité a appelé les parties à l'accord à accélérer le processus de mise en œuvre des arrangements de sécurité transitoires, à poursuivre les consultations sur le nombre et les frontières des États et à former de manière pacifique le gouvernement d'union nationale de transition revitalisé d'ici le 12 novembre. Les États-Unis ont déclaré qu'ils n'accepteraient plus de retard dans la formation d'un gouvernement de transition, affirmant qu'ils réévalueraient leurs relations avec le Soudan du Sud et qu'ils pourraient imposer des sanctions aux dirigeants si aucun gouvernement n'était formé avant le 12 novembre. Pour rappel, le Soudan du Sud a sombré dans la guerre civile en 2013, 2 ans après son indépendance. Un conflit qui a fait plus de 380 000 morts et poussé plus de 4 millions de Sud-Soudanais hors de leur foyer. Au Burkina Faso, 9 civils ont été tués dimanche soir dans le village de Zoura, non loin de Konkoussi. C'est ce qu'indiquent ce lundi des sources sécuritaires et locales. Dans la même soirée du dimanche, une autre attaque s'est produite à Barsalogo, dans la région du centre-nord. Depuis début 2015, les attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières, en particulier dans le nord et l'est, ont fait plus de 620 morts. Face à cette situation sécuritaire, un couvre-feu a été instauré dans plusieurs provinces du Nord. Les premiers bureaux de vote ont ouvert ce lundi à Terre-Neuve et à Labrador au Canada pour des élections législatives fédérales qui s'annoncent très serrées. Quelques 27 millions de Canadiens doivent en effet élire leurs 338 députés à l'issue d'une campagne électorale qui aura été tendue. Si les sondages disent vrai, il devrait mettre fin à la majorité absolue dont dispose le Premier ministre sortant depuis sa victoire surprise en 2015. Le Premier ministre libéral sortant, Justin Trudeau, qui joue son poste. Les Canadiens lui accorderont-ils un deuxième mandat ou opteront-ils pour un changement de cap avec le jeune conservateur Andrew Scheer? C'est la question qui reste posée et la réponse est attendue ce soir à partir de 23h GMT lorsque les premiers résultats commenceront à tomber. Et pour développer cette actualité, allons au Canada, précisément à Montréal, retrouver Cyril Ekwala. Il est journaliste et travaille pour le compte de l'Institut Néo-Québec. Cyril Ekwala, qu'on devrait retrouver, si je ne m'abuse. Cyril, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Justin Trudeau survivra-t-il au scandale auquel il a fait face durant la campagne et notamment au niveau de la communauté noire avec cette affaire de face grimée à noir, bien que cela remonte à 2001? Oui, j'ai bien envie de vous dire oui, que c'est... Voilà. Quelques soucis avec le Canada. Est-ce qu'on va revenir sur Cyril Ekwala tout à l'heure? Il devrait être là. Cyril, vous êtes là? Je suis avec vous. Voilà. Alors, allez-y. Oui, non, j'expliquais que c'est une histoire, comme on appelle ici, le blackface, qui est une histoire oubliée. C'est sûr que ça a été sorti très rapidement en début de campagne, une vieille histoire de 2001 où on voulait atteindre un tout petit peu à l'image de Justin Trudeau, proche des minorités, comme on dit ici, et on voulait montrer un de ces aspects peut-être moins connus. Malheureusement, c'est une polémique qui n'a pas assez duré.
que notamment de grandes organisations des communautés noires ont tout de suite mis cela de côté en estimant que ça ne pouvait pas être un enjeu dans la mesure où ce n'est pas quelqu'un connu comme ayant des positions racistes ou discriminatoires. Alors, selon que la victoire aille à Justin Trudeau ou son principal rival André Scheer, quel sera à votre avis son impact sur la coopération entre le Canada et l'Afrique? Oh, je vais vous répondre tout de suite, pas grand-chose. Tout simplement pourquoi nous finissons un cycle de 4 ans avec Justin Trudeau où malheureusement la coopération Canada-Afrique a été à son plus bas. On sait qu'il s'est notamment désengagé du Mali où on sait que le Canada prêtait main forte aux forces de Nations Unies, notamment par le côté aérien. Il s'est dégagé de cela, mais en dehors de cet aspect-là, il n'y a pas vraiment eu grand-chose. Et je sais que c'est un des talons d'Achille de Justin Trudeau. Et quant à son principal rival, Andrew Scheer du Parti conservateur, ce que nous découvrons aujourd'hui, c'est plutôt quelqu'un qui est pour la baisse, c'est-à-dire que ça ne changera pas grand-chose. L'Afrique est très peu dans les, je dirais quoi, dans les tablettes en ce moment des gouvernements Justement. du côté d'Ottawa. Alors, très rapidement, vous parlez d'Afrique. On sait que le Canada est une terre d'opportunités, surtout pour les francophones. Parlons un peu donc de l'implication de la communauté africaine dans la politique canadienne. Qu'est-ce qu'on peut en dire très rapidement? De plus en plus, rapidement, je vais vous dire qu'on en trouve de plus en plus, notamment du côté des ressortissants somaliens. Vous savez que le ministre de l'immigration sortant est d'origine somalienne et cette communauté, particulièrement dans l'Ontario, est beaucoup plus présente. Du côté de l'Afrique subsaharienne, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Cyril Ekwala, merci pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes journaliste et travaillez pour le compte de l'Institut Néo-Québec. Donald Trump a annoncé ce lundi qu'il restait un petit nombre de soldats américains en Syrie alors que les troupes ont quitté le nord-est du pays comme prévu. Le président des États-Unis a précisé que ces soldats se trouvaient dans une partie totalement différente de la Syrie, près de la Jordanie et d'Israël, tandis que d'autres étaient déployés pour protéger le pétrole, c'est-à-dire à proximité de l'Irak. La haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU s'est dite lundi profondément attristée par les émeutes au Chili et a appelé le gouvernement et les acteurs de la société civile à engager immédiatement le dialogue. 11 personnes ont été tuées au cours des manifestations qui ont débuté vendredi pour protester contre une hausse du prix des tickets de métro, une mesure finalement suspendue samedi. Mais les émeutes et les pillages se sont poursuivis, nourris par la colère face aux conditions socio-économiques et aux inégalités dans ce pays. Le Chili est en guerre, a de son côté affirmé dimanche le président Sébastien Piñera. Et puis au Royaume-Uni, le président de la Chambre des communes, John Bercow, a refusé de soumettre au vote des députés lundi l'accord du Brexit conclu entre Londres et l'Union européenne, expliquant que la motion avait déjà été examinée samedi, ce qui avait contraint le gouvernement conservateur de Boris Johnson de demander à l'Union européenne un report du Brexit prévu le 31 octobre. Et puis le Parlement européen sera la dernière instance à voter sur l'accord justement du Brexit et veut attendre que la Chambre des communes se prononce sur le texte retrait qui ont indiqué lundi plusieurs de ses responsables. Enfin, la Chine va demander à l'Organisation mondiale du commerce la permission d'imposer des droits de douane sur 2,4 milliards de dollars des biens américains en compensation d'un conflit commercial vieux de 7 ans. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Dans Afrotech, nous parlons ce lundi de l'AfroDevCon, la toute première conférence des développeurs africains qui vient de s'achever en Éthiopie. Nous irons en Afrique du Sud où deux sœurs font parler d'elles dans l'industrie du diamant, un secteur dominé par les hommes. En sport, dénouement des qualifications pour le prochain championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020. Les 15 pays qui rejoindront le Cameroun, pays hôte, sont connus. Ce lundi, c'est Afrotech, un rendez-vous que nous avons chaque fois avec Arzouma Compaoré. Bonsoir Arzouma. Bonsoir John et bonsoir à toutes et à tous. Promouvoir le potentiel technologique inexploité de l'Afrique tout en faisant du continent le plus grand centre de production en termes de main-d'œuvre technologique au monde. C'est en substance ce qu'ont retenu les participants à la toute première conférence des développeurs africains qui s'est tenue le week-end dernier à Addis Abeba en Éthiopie. L'AfriDevCon a réuni les professionnels du développement informatique dans un cadre dynamique pour échanger et inspirer. Pour en savoir plus, nous avons joint Abou Koné de la start-up ivoirienne Akil Technologies et Tierno Niang, manager pour l'Afrique francophone de GBA, la structure qui a organisé la convention. Suivez plutôt. L'enjeu d'une conférence telle que celle-là, c'est de faire en sorte que les gens se regroupent, partagent, apprennent de nouvelles choses et surtout comprennent que c'est possible de faire beaucoup plus de choses ensemble. En fait, en technologie, il n'y a presque pas de barrière. Tout ce dont on a besoin, c'est d'un laptop et une bonne connexion, de la créativité et du travail. Contrairement à des projets d'infrastructure, il faut des financements assez complexes pour créer un logiciel qui peut sauver des vies. Il faut juste ces éléments-là. Je pense que ce qui est intéressant à propos du développeur africain, c'est, je pense, notre éducation déjà. Elle a certaines déficiences, ce qui est vrai, mais on a une tendance à mettre l'accent sur les STEM. Dans ce monde de la technologie maintenant, est-ce qu'on peut faire confiance à nos compétences locales? Et c'est à cette question que nous, on veut répondre emphatiquement, oui. Ouais. Nous avons les compétences locales pour répondre aux problèmes locaux. On connaît surtout l'Afrique par rapport à sa créativité et à l'art, mais il y a d'une certaine façon, le développement, c'est de l'art et de la créativité. Exactement. Et donc, si on nous connaît pour ça, je pense qu'on n'aura pas de mal aussi à se faire connaître dans ce secteur. Voilà, le message est clair, comme on l'a fait pour l'art et la musique. La prochaine génération des concepteurs de logiciels africains est bien décidée à faire connaître l'Afrique des codes informatiques. De l'Éthiopie, allons à Paris pour le focus de la semaine Arzouma. Tout à fait. Je vous emmène à Paris, comme vous le dites, pour y découvrir le premier festival d'art numérique immersif organisé par l'Atelier des Lumières. Pendant 6 soirées, 11 collectifs dévoileront des œuvres étonnantes que le public et le jury de professionnels devra départager d'ici le 24 octobre, dimensionnées et conçues spécialement pour les 140 vidéoprojecteurs, 50 enceintes et 3000 m² de surface. Les créations numériques seront en full display tous les soirs de 19h à 23h. Chaque groupe de créateurs disposait de 4 minutes pour créer une sculpture numérique interactive, offrant ainsi aux visiteurs une somme d'expériences variées. Voilà donc, John, une autre manière de vivre l'art sur toutes ses formes à l'ère du numérique. Voilà. Arzouma, on parle de folie. De quelle folie d'invention cette semaine? Tenez-vous bien, John, car la chemise sonore arrive. C'est une chemise high-tech qui permet aux malentendants d'apprécier la musique en la ressentant à travers différentes parties de leurs vêtements. L'intérieur de la chemise est fait avec des tissus intelligents, une combinaison de micro-électroniques flexibles et très fines, ainsi que des tissus conducteurs. Des petits moteurs sont reliés à ces tissus conducteurs de sorte que le vêtement reste souple et doux. La société Cute Circuit, basée à Londres, n'est d'ailleurs pas étrangère à la technologie sensorielle. En effet, c'est à elle que l'on doit la chemise étreinte, un vêtement conçu pour permettre aux gens d'envoyer des câlins virtuels à des amis à distance. Ils ont également mis au point des vêtements qui communiquent à distance et changent de couleur via une application. Bien évidemment, pour pouvoir s'offrir cette chemise, John, il va falloir y mettre le prix et les créateurs parlent de 3 700 €.
À vous de voir. C'est sur cette note que l'on s'achève. On achève Afrotech. On se retrouve lundi prochain. Lundi prochain, en attendant, on passe nos câlins à tous ceux qui nous regardent. Tout à fait. Alors, allons en Afrique du Sud. Mosibouti Diomatole et Komocho Ramodipa sont des perles rares dans l'industrie du diamant, un secteur dominé par les hommes. Ces sœurs sud-africaines dirigent l'une des rares entreprises de polissage de diamants au monde dont une femme est propriétaire. Et malgré le ralentissement du marché mondial des diamants et la contraction de cette industrie en Afrique du Sud, elles ont continué à briller et à soutenir de nouveaux talents féminins. Marizé de Klerk s'est rendue dans leur atelier à Betovio. Dilidico raconte. Une passion pour les diamants a poussé deux sœurs sud-africaines, Mosibouti Diomatole et Komotso Ramodipa, à abandonner leur carrière en banque d'affaires et en optométrie. Après avoir obtenu leur certificat d'évaluatrice de diamants, elles ont ouvert en 2008 un atelier de taille et de polissage, le premier et le seul tenu par des sœurs en Afrique du Sud. Les barrières à l'entrée ne se limitent pas au fait d'être une femme ou un homme. La difficulté est dans le fait de posséder une structure de ce genre. Il faut donc injecter suffisamment de capital. Et pour une femme, c'est à ce niveau que ça devient compliqué car l'industrie est dominée par les hommes. Considérant les défis comme des opportunités, les deux sœurs se sont frayées un chemin dans l'industrie du diamant en ne vendant que des pierres certifiées provenant de sources légales et achetées à des sociétés minières opérant en Afrique du Sud. Kwame Diamonds occupe désormais une place de choix dans la taille et le polissage de diamants taillés sur mesure. Être capable de produire un diamant Forever Mark, qui selon eux représente 1% des diamants produits dans le monde, si vous êtes capable de polir ce type de diamant, alors vous faites partie des meilleurs. Nous pouvons donc dire avec fierté que nous sommes parmi les meilleurs. Matole et Ramodipa ont à cœur d'employer et développer les compétences des femmes dans l'industrie du diamant. À l'échelle mondiale, les marges de profit de diamants polis sont en baisse et l'industrie sud-africaine est passée de 4500 polisseurs il y a 25 ans à seulement 250 aujourd'hui. Mais l'entreprise des deux sœurs a non seulement réussi à rester sur le marché, mais également à acquérir une réputation d'entreprise innovatrice. Ce qui vous distingue, c'est la façon dont vous abordez le secteur. Alors oui, l'industrie se contracte, mais nous ne devons pas nous laisser faire. Nous sommes ici pour nous assurer de notre expansion. Ces sœurs dynamiques sont déterminées à prouver non pas que les diamants sont les meilleurs amis des filles, comme le chantait Marilyn Monroe, mais plutôt qu'il s'agit d'une industrie dans laquelle les femmes peuvent briller. Il affectionne bien sûr le diamant, mais aussi le sport. La chronique sportive du lundi, c'est l'occasion pour Yacouba Ouedraogo de faire le tour des stades dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations. Bonsoir Yacouba. Bonsoir John et bonsoir à tous. Dénouement, vous le disiez, en titre, ce week-end des qualifications pour le prochain championnat d'Afrique des Nations. On connaît maintenant tous les pays qualifiés pour la phase finale, les 15 équipes qui rejoignent le Cameroun, pays hôte de la compétition. On note bien évidemment le retour de la RDC, nation la plus titrée de l'histoire du CHAN et qui était absente lors de la dernière édition, bourreau des Léopards il y a 2 ans. Le Congo sera lui aussi de la partie après sa victoire sur la Guinée équatoriale. Pour la 3e fois de suite, la Guinée a encore damé le pignon au Sénégal. Qualification également du Niger aux dépens de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso qui a conservé son petit avantage acquis à l'aller contre le Ghana. Les éperviers togolais disputeront leur premier CHAN après avoir écarté le Nigeria, pourtant finaliste lors de l'édition précédente. Et de son côté, le Mali a pris sa revanche sur la Mauritanie qui l'a privé de ce tournoi il y a 2 ans, d'où la satisfaction du coach des Aigles locaux. Vous savez, on a joué ce match-là dans un contexte qui était vraiment difficile. Quoi que tu dises, les gens ne pouvaient pas comprendre réellement. Mais Dieu faisant bien les choses, on parvient quand même à trouver l'équilibre et à mettre une équipe en place pour jouer ce match-là et gagner. Donc vraiment, je ne peux pas, les mots me manquent réellement. Nous avons préparé les joueurs sur le plan mental, on les a dit de tout donner, réellement de tout donner. Après, si vous remarquez sur le plan technique, je pense qu'on avait un plus par rapport à cette équipe-là.
Pour la suite, le Zimbabwe a dominé le Lesotho, l'Ouganda a eu raison du Burundi, la Zambie s'est qualifiée aux dépens de l'Eswatini, le Rwanda a pris le dessus sur l'Éthiopie et la Tanzanie sur le Soudan. En revanche, Madagascar ne disputera pas cette compétition puisque renversée par la Namibie 2-0. Au nord, la Tunisie s'en est sortie face à la Libye. Le Maroc, champion en titre, a corrigé l'Algérie 3-0 dans le derby maghrébin au grand bonheur de son coach Hassine Amouta. Donc il paraît qu'il y avait beaucoup de difficultés sur ce que ma nomination était un petit peu tardive et qu'on n'avait pas assez de temps pour travailler. Mais je crois que nos joueurs étaient au rendez-vous. Le score 0-0 à l'aller était un score piège. Même nous avons essayé en général d'ignorer un petit peu les déclarations des Algériens parce qu'un match de football se joue sur le terrain. Je crois que nos garçons aujourd'hui ont fait le nécessaire. On a été vraiment présents et on a dirigé le match comme on le voulait. Surtout le timing des buts était vraiment excellent. Un mot de handball pour finir. Le tirage au sort de la CAN 2020 a été effectué à Tunis et la Tunisie, pays hôte et championne d'Afrique en titre, évoluera dans le groupe C en compagnie du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Cap-Vert. Dans la poule A, on retrouve la RDC, la Guinée et le Kenya qui vont s'affronter, qui vont se mesurer, disons, à l'Égypte. Le groupe B est composé de l'Angola, du Gabon, du Nigeria et de la Libye. Et enfin, le Congo, le Sénégal, la Zambie, l'Algérie et le Maroc sont logés dans le groupe D. La compétition aura lieu du 16 au 26 janvier 2020 en Tunisie et permettra aux vainqueurs d'être qualifiés pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Voilà, c'est tout pour les sports. On se retrouve demain. Rendez-vous pris, Yacouba. L'Égypte a dévoilé samedi le 30 sarcophage en bois peint, rare découverte d'objets antiques en excellent état de conservation après plus de 3000 ans passés sous le sable près de Luxor dans le sud du pays. Jaune, rouge, vert, les couleurs et les traits noirs sont restés intacts. Et donc l'Égypte en profite pour faire la promotion de son tourisme. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. Excellente soirée à toutes et à tous.